Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Sacher, cardiologue au CHU de Bordeaux, et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de modérer ce webinaire qui fait partie d'une série de webinaires, c'est le sixième, sur une meilleure prise en charge des recommandations, le PNDS, hein, pour les cardiologues de ville et hospitaliers, et à destination de ceux qui sont intéressés par des pathologies, en particulier les maladies rythmiques héréditaires, hein, qui sont le cœur de la filière cardiogène. Chez PNDS, hein, donc qui sont des recommandations, est disponible sur le site de la HAS et ont été faites par cette filière cardiogène. Donc n'hésitez pas à les consulter. Vous pourrez trouver des liens aussi sur le site de la filière cardiogène. Donc aujourd'hui, nous allons parler des laminopathies et pour cela, nous avons la chance d'avoir deux experts avec nous, mais qui vont pouvoir expliquer cela de façon très simple, de ce qu'est la laminopathie, sur le diagnostic, mais également la thérapeutique avec Philippe Charon de la Pitié-Salpêtrière et Karim Ouabi, qu'on remercie de leur présence. Je vous rappelle, avant de commencer, qu'il faut bien garder vos micros et caméras fermés pour toutes les questions doivent être posées par le chat. En pratique, on posera des questions après la présentation de Philippe Charon sur ses topos, puis après celle de Karim Ouabi, et à la fin, on aura une table ronde un peu plus générale. Les présentations en tout dureront 30 à 40 minutes et les webinaires en tout 1 heure. Sans plus attendre, Philippe, si tu veux bien prendre la suite et donc nous faire cette présentation sur les diagnostics de l'aminopathie. Merci, merci beaucoup Frédéric. Donc j'ai le plaisir de commencer. Je vais partager mon écran normalement. Voilà. Est-ce que vous voyez arriver C'est parfait. les choses? Très Par bien. contre, t'es pas en plein écran, par contre. Alors normalement, moi, Ah, y est, c'est bon, c'est c'est censé bon, l'être. Si c'est c'est bon, bon? c'est bon. Ok, parfait. Donc je commence par ce premier topo plutôt sur les aspects diagnostiques. Et puis Karim va plutôt parler de l'aspect stratification pronostic et traitement. Donc, voici mes liens d'intérêt, pas de conflit d'intérêt. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle des laminopathies. Donc, par définition, ce sont toute expression phénotypique en lien avec des variants pathogènes du gène LMNA. Donc, c'est un gène qui se trouve sur le chromosome 1, qui code pour différentes isoformes, essentiellement deux isoformes importantes, les lamines A et les lamines C, qui forment un polymère qui va tapisser la face interne de la membrane nucléaire. Et ces lamines vont avoir donc un rôle important dans l'intégrité de la membrane nucléaire, un rôle aussi dans l'organisation de la chromatine et puis de la régulation de certaines voies de signalisation, notamment. Donc, c'est l'aminopathie, on sait qu'elle regroupe des expressions phénotypiques extrêmement variées. On a différentes maladies qui peuvent résulter de mutations dans ces gènes de la lamine, avec historiquement les premières descriptions, ça a été la myopathie d'Emery-Dreyfus notamment, et puis très vite d'autres phénotypes sont apparus comme pouvant être liés à ces mutations. Nerfs périphériques comme Charcot-Marie-Tooth, certaines dermopathies, les cardiomyopathies sur lesquelles on va y revenir, des formes beaucoup plus rares comme la dysplasie acromandibulaire, les lipodystrophies partielles de Cunningham notamment, et puis un syndrome assez emblématique, même s'il est tout à fait rare, la progéria, qui peut résulter aussi de ces mutations. Alors, on va parler aujourd'hui des formes communes qui sont vues essentiellement au sein de la filière cardiogène, qui sont les plus communes, avec une atteinte cardiaque prédominante, voire parfois totalement isolée, qui comportent à des degrés divers des troubles conductifs, bloc auriculo-ventriculaire, dysfonction sinusale, des troubles du rythme supraventriculaire, des troubles du rythme ventriculaire, une cardiomyopathie habituellement dilatée ou en tout cas hypokinétique. Et puis, selon les individus, il peut y avoir une atteinte musculaire squelettique associée ou pas dans les familles. Le mode de transmission dans ces formes-là
il est autosomique dominant et c'est une maladie qui touche essentiellement l'adulte, encore une fois pour ses formes communes. Alors, quelle est la prévalence de cette maladie? Alors, en population générale, on n'a pas de chiffres vraiment très pertinents sur ces formes communes. On a quelques données assez récentes, intéressantes sur le plan génétique. Quand on fait du séquençage à large échelle en population générale, notamment dans le programme de UK Biobank, on voit qu'il y a 0,6% des adultes qui ont un variant pathogène ou probablement pathogène. Donc, c'est pas si rare sur le plan génétique du tout. Quand on regarde la présentation initiale, le mode de présentation, le plus souvent, c'est une cardiomyopathie dilatée qui amène à faire le diagnostic. Et dans ce cas-là, les séries nous montrent que on trouve un variant pathogène ou probablement pathogène dans ce gène dans 5 à 9% des cas. Et dans les séries de transplantation cardiaque, c'est à peu près 9% à ce niveau-là. Donc, c'est pas si rare à l'échelle de la cardiomyopathie dilatée. Et quand on restreint un petit peu le phénotype avec des formes familiales, on a forcément des chiffres qui augmentent à ce moment-là, entre 6 et 28%. Et puis quand on prend des patients qui ont l'association cardiomyopathie dilatée et bloc auriculo-ventriculaire, trouble conductif au sens large, on a là aussi une prévalence du gène qui devient encore plus importante, entre 33% et 45% dans ces différentes publications. Alors, l'histoire naturelle de ces manifestations, on peut citer une des premières publications importantes d'une méta-analyse de presque 300 porteurs de mutations qui date un petit peu, qui montrait en fonction des classes d'âge l'apparition de ces manifestations cardiologiques. En haut, vous avez avec la barre noire les troubles électriques au sens large, que ce soit les troubles du rythme ou les troubles de conduction, donc ça c'est mélangé. Et dans ce premier papier, il y avait quand même un petit peu de forme chez les enfants, avant l'âge de 20 ans un petit peu. Là maintenant, on a l'impression que c'est pas tout à fait forcément les mêmes patients. Mais le gros, c'est à partir de l'âge de 20 ans où on voit très bien que là, on a un nombre de porteurs de mutations qui déclarent des manifestations rythmiques au sens large qui devient important et même plus de 90% dans cette série-là à partir de l'âge de 30 ans. Et on sait que la mort subite qui représente une des complications majeures peut être liée soit au trouble conductif, soit au trouble du rythme ventriculaire. Et dans cette série, on voit par exemple que 46% des morts subites sont survenues chez des patients porteurs d'un pacemaker, donc qui étaient insuffisants pour les protéger à ce moment-là. Quand on regarde l'insuffisance cardiaque, alors là, c'est un peu l'échelle des âges est pas la même. Donc, en fait, c'est plus décalé dans le temps, puisque la première barre, c'est les moins de 30 ans. On voit que ça commence surtout à partir de l'âge de 30 ans, 40 ans, et que, on a plus de 60% des porteurs de mutations qui déclarent l'insuffisance cardiaque à partir de l'âge de 50 ans. Donc, ça nous donne une idée assez intéressante de l'âge de début. Et je vous cite une autre série un peu plus récente, collaborative avec coordonnateur ici, qui est Kumar, qui représente un petit peu différemment les choses. Et j'aime bien aussi cette façon de faire, avec des nuages de points. Et on voit dans cette série-là que les formes très précoces avant 20 ans sont quand même très rares. Et ça rejoint plus Oui, mon oui, ouais, je expérience connais. personnelle, en tout cas Ce de que tu fais formes sur quand ce même compte. très rares avant l'âge de 20 ans. Et puis, vous voyez que les premières manifestations, effectivement, les troubles conductifs, les troubles du rythme supraventriculaire, et puis après ventriculaire, et plus tardivement un petit peu l'insuffisance cardiaque ici. Euh, la pénétrance globalement, notamment cardiovasculaire, de cette maladie a été étudiée dans cette étude collaborative coordonnée par Amsterdam à l'époque. Et là, c'est une façon de représenter un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'au départ, on a 100% d'absence d'expression, et puis au fil de l'âge, des porteurs de mutations, on va avoir une expression cardiaque qui est représentée donc à l'inverse finalement.
Et on voit là aussi dans cette série de 269 porteurs de mutations que les manifestations cardiaques sont quand même très rares avant l'âge de 20 ans, là on voit, et par contre progressivement croissantes avec le temps jusqu'à 60-70 ans, où on voit qu'il peut y avoir des expressions cardiaques parfois un petit peu tardives. Et au passage, on voyait aussi que les hommes déclarent les manifestations, en particulier la dysfonction systolique et l'insuffisance cardiaque, un petit peu plus précocement que les femmes ici. Et de la même façon, la mortalité était plus importante globalement chez les hommes que chez les femmes ici. La mortalité, elle est importante dans les laminopathies, dans ces formes-là. On peut citer cette méta-analyse de 8000 patients avec une cardiomyopathie dilatée et puis l'analyse de l'impact respectif des gènes responsables de la CMD. Et il en ressort que le gène des lamines est le gène qui est associé au plus mauvais pronostic globalement, le plus haut taux de troubles conductifs, le plus haut taux de tachycardie ventriculaire sévère et le plus haut taux également de transplantation cardiaque globalement. Et quand on regarde un petit peu dans la cohorte publiée en 2012, on voyait que 18% des patients développaient une mort subite ou un équivalent à ce niveau-là. Chez les porteurs de défibrillateurs, on voyait qu'il y avait un traitement, une thérapie appropriée qui était délivrée à peu près 13% par an si l'implantation avait été faite en prévention secondaire et de 8% par an en prévention primaire. Et puis, alors ça peut varier selon les études, et dans cette étude-là, la mortalité cardiaque par mort subite était quand même inférieure à celle par insuffisance cardiaque, 31% versus 47% ici. Et dans la cohorte française qui a permis de déterminer le score de risque rythmique, coordonné par Karim Wabi, on voit que au cours de ce suivi prospectif, enfin du suivi en tout cas prospectif et rétrospectif de ces patients, on avait un taux d'arythmie ventriculaire grave qui était à peu près de 3,9% par an ici, donc c'est pas un négligeable du tout. On voit la mortalité ou le risque rythmique important. Et quand on regardait les événements qui avaient été observés, donc vous voyez qu'il y a des thérapies appropriées des fibrillateurs, certes, mais des vraies morts subites aussi, ou des troubles du rythme ventriculaire mal tolérés, assez nombreuses ici dans cette série aussi. Quelques mots sur l'histoire naturelle de l'insuffisance cardiaque qu'on a repris récemment au travers d'un travail collaboratif français qui est soumis. Donc, je vais pas détailler beaucoup, mais juste dire que on a regardé notamment un critère composite d'insuffisance cardiaque sévère ou avec hospitalisation, et on voit en considérant l'analyse à partir de la naissance que on a une incidence cumulée qui atteint 45% de ces événements majeurs à 70 ans. Et quand on regarde un petit peu différemment le risque spécifique dans deux situations particulières, quand il y a eu un premier épisode d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ou quand on avait au premier bilan une fraction d'éjection inférieure à 30%, eh bien on a des taux de ces événements majeurs insuffisance cardiaque à un an, qui est très impressionnant, 46% et 50% respectivement. Et dans ce travail, donc, on a analysé aussi une deuxième partie dont je vous parle pas, qui sont l'analyse des prédicteurs et d'un développement d'un modèle de prédiction à ce niveau-là. Le diagnostic, finalement, il repose d'abord sur des éléments de suspicion. Et le plus habituel, c'est quand on est face à un patient qui présente une atteinte cardiologique à des degrés divers, avec une cardiomyopathie dilatée, des troubles de conduction de type BAV ou dysfonction sinusale, des troubles du rythme supraventriculaire ou ventriculaire. Donc quand on a deux ou trois de ces facteurs-là, eh bien on va fortement suspecter une aminopathie. Sur le CG, on a le BAV1 qui nous oriente assez volontiers à ce niveau-là.
Il a été aussi décrit dans une publication des anomalies à type de remodelage septal avec soit un aspect QS de V1 à V3 ou un QRS fragmenté ou une faible progression de l'ondaire qui a été rapportée. Sur l'IRM, il y a une localisation du rehaussement tardif qui a été rapportée de façon un peu plus fréquente dans les laminopathies, qui est une localisation du rehaussement tardif au niveau septum, médio-pariétal. Vous le voyez ici, vous le devinez peut-être, hein, vous voyez le rehaussement au niveau septal ici, qui est plutôt évocateur. C'est pas spécifique du tout, hein, mais c'est plutôt évocateur. Et puis, quand vous avez un patient qui a aussi des signes neuromusculaires, une faiblesse musculaire notamment, évidemment, ça va renforcer la suspicion, mais ça n'est pas du tout indispensable pour évoquer le diagnostic. Le taux de CPK, il est souvent normal, parfois modérément augmenté. Et puis, évidemment, le fait d'avoir un contexte familial va être un élément important pour aider à suspecter la problématique de la laminopathie. Et l'élément de confirmation, eh bien, il est relativement simple, c'est le fait de trouver un variant pathogène ou probablement pathogène dans le gène des lamines. Donc pour ça, on fait soit le gène est inclus dans les panels d'exploration de cardiomyopathie par exemple, soit quand on a vraiment une suspicion extrêmement forte, ça peut nous arriver de faire une analyse ciblée pour gagner un peu de temps éventuellement. On rappelle que dans les tests génétiques que l'on fait, il y a deux étapes importantes. Quand on a un test génétique qu'on fait chez un cas index pour un phénotype donné, c'est d'abord considérer le gène dans lequel un variant d'intérêt est retrouvé. Il y a des gènes qui sont vraiment valides par rapport à une maladie précise et qui ne seront pas valides pour une autre maladie cardiaque. Donc le gène est vraiment important et vous savez qu'on a maintenant des classifications, des gènes avec une validité définitive, forte ou modérée, ou pas du tout, par rapport à un phénotype donné. Et puis la deuxième étape, c'est le caractère pathogène du variant lui-même au sein du gène. Et on retient comme variant d'intérêt uniquement ceux qui sont dits pathogènes classe 5 ou probablement pathogènes classe 4. Le bilan du cas index très rapidement. Une fois qu'on a fait le diagnostic, il va falloir faire un état de l'expression de la maladie avec l'examen clinique, l'électrocardiogramme, l'échographie, l'IRM, le Holter-ECG, l'épreuve d'effort, si possible couplé à une mesure des échanges gazeux, respiratoires, le bilan biologique, notamment biomarqueur NT-proBNP, et plus en fonction de la situation. Et puis un bilan extracardiaque, à minima avec l'interrogatoire, l'examen clinique. Alors je ne vais pas vous détailler, mais vous retrouvez dans le PNDS tout un tas d'expressions extracardiaques qui peuvent être présentes, non seulement musculaires, mais parfois d'autres atteintes qui peuvent être associées et un examen clinique, donc on l'a évoqué. Un bilan biologique au-delà des CPK, c'est bien de faire un bilan lipidique parce qu'on peut avoir notamment parfois des hypertriglycéridémies associées. Une mesure des enzymes hépatiques, on peut avoir aussi une stéatose hépatique ou des choses comme ça dans des formes souvent un petit peu particulières, une glycémie à jeun de principe, et puis les autres explorations en fonction du phénotype suspecté, des atteintes extracardiaques éventuellement présentes. Le conseil génétique, pour terminer, il a un triple objectif comme dans tout conseil génétique finalement. Le premier, c'est de compléter l'information lors de la consultation d'annonce, expliquer la maladie, le mode de transmission qui là va être autosomique dominant, l'expression cardiaque retardée ou parfois incomplète, l'intérêt du dépistage précoce. Et pour ça, il y a une brochure que vous pouvez, je vous rappelle, remettre aux patients sur les laminopathies, que vous retrouverez sur le site de la filière cardiogène, et remettre les coordonnées d'association de patients, les liens ressources. Deuxièmement, c'est organiser le bilan cardiaque de dépistage des apparentés. Et donc, dans ce qui est recommandé dans le PNDS, c'est de faire un ECG, une échographie et un Holter-ECG chez les apparentés au premier degré à partir de l'âge de 10-12 ans
et de renouveler régulièrement, même si le premier bilan cardiaque est normal, jusqu'à l'âge où on estime que la pénétrance est quasiment complète, jusqu'à l'âge de 60 ans au moins. Et ce qui aide beaucoup en pratique aussi, on voit à ce que le bilan familial soit fait, c'est de remettre une lettre d'information au cas index qui va diffuser l'information après à ses apparentés. Donc vous retrouverez aussi cette lettre d'information, je rappelle, sur le site de la filière cardiogène. Et ensuite, organiser le test génétique prédictif des apparentés pour identifier les apparentés qui ont la même mutation ou pas, et donc selon les règles habituelles. Et là, c'est proposé à partir de l'âge où on propose le bilan cardiaque, donc à partir de l'âge de 10-12 ans également chez les apparentés au premier degré. Et l'impact du test génétique chez les apparentés, eh bien, c'est l'impact un petit peu général du test génétique prédictif. Si le variant est absent chez l'apparenté, on va pouvoir stopper la surveillance cardiaque. Et puis, il n'y aura pas de risque pour la génération ultérieure. Et à l'inverse, si on trouve la mutation, eh bien, on va organiser la surveillance cardiologique régulière. Et puis, on va étendre ensuite à la génération en dessous et, selon les cas, pouvoir discuter éventuellement aussi de temps en temps des modes de procréation différents si c'est soulevé par le couple. Et rarement on aura d'autres enjeux que la surveillance cardiologique tant que le phénotype n'est pas apparent. Donc voilà, en conclusion, les laminopathies avec atteinte cardiaque sont suspectées surtout devant cette association cardiomyopathie dilatée, troubles de conduction, troubles du rythme supraventriculaire. Et s'il y a des signes musculaires associés, ça va renforcer l'intérêt, mais ça n'est pas obligatoire encore une fois. On affirme le diagnostic sur le test génétique, la présence d'un variant d'intérêt dans le gène LMNA. Le pronostic est sévère, avec essentiellement un risque de mort subite par trouble du rythme ventriculaire ou par trouble conductif, et un risque d'insuffisance cardiaque. Le mode de transmission est autosomique dominant, donc importance du dépistage familial, du test génétique prédictif ensuite, et les équipes de la filière cardiogène sont là aussi pour aider à la prise en charge. Et je termine en vous montrant ce que vous trouverez notamment sur le site de la filière cardiogène, trois documents ressources dans le cadre des laminopathies. Un, le protocole national de diagnostic et de soins, donc très complet, plusieurs dizaines de pages qu'on a rédigées avec un certain nombre d'entre vous, experts, et à droite, un document plus synthétique, un consensus d'experts, beaucoup plus court, très synthétique. Et puis, pour les patients, la brochure d'information spécifique sur les laminopathies avec atteinte cardiaque. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention. J'ai un problème de démuter. Ah, y est, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, Philippe. J'avais un problème pour me démuter. Euh, Très belle présentation qui reprend vraiment bien les choses du diagnostic. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En attendant, il y en avait quelques-unes. Alors, tu en as répondu déjà à certaines, en particulier sur le rythme d'évolution de la maladie. Euh, Moi, j'avais quelque chose. Il y en avait une autre, si, oui. À partir de quand envisager le test génétique avant d'avoir les atteintes de cardiomyopathie? C'était une des questions. C'est quels sont les critères autres, troubles conductifs, troubles du rythme, qui te font dire, bah là, je devrais aller à la génétique, ou quels sont les critères pour toi pour aller Alors, à un test génétique avant l'atteinte myocardite? alors, effectivement, avant la dysfonction systolique, c'est vrai qu'elle Mm. survient un petit peu plus tardivement par rapport aux Mm. troubles conductifs et troubles du rythme. Donc là, c'est essentiellement, je dirais, devant un patient qui a à la fois des troubles conductifs et des troubles du rythme supraventriculaire ou ventriculaire. L'association BAV plus fibrillation auriculaire, a fortiori s'il y a une hyperexstabilité ventriculaire, doit faire évoquer, à mon avis, ça. On pourrait s'aider de l'IRM pour voir s'il y a déjà un peu de rehaussement tardif qui montrerait une note myocardique avant la dysfonction systolique, parfois sur l'IRM. Donc voilà, moi Ouais. je dirais ça essentiellement. Et puis souvent, ce qui nous aide, c'est de dire, bah voilà, il y a un patient, il a un BAV de haut degré à 30 ans.
Pas grand-chose d'autre parfois, mais quand on l'interroge sur la famille, bah, il y a un père qui a fait de l'insuffisance cardiaque, un oncle qui est greffé, un autre qui a une myopathie sévère et il est au fauteuil. Donc souvent, l'éclairage vient aussi de l'histoire familiale qui va nous aider à interpréter quelque chose qui peut être beaucoup plus débutant chez le premier patient qu'on voit nous. Ouais, je pense que ce deuxième point est absolument critique, hein. L'interrogatoire a vraiment joue une place absolument indispensable. Et pour les gens qui font de l'ablation de FA, et ça nous est arrivé, effectivement, quelqu'un de jeune a une ablation de FA chez quelqu'un de jeune qui a déjà un PR long. Faut quand même se poser la question, hein. Quelqu'un de moins de 40 ans qui fait de la FA, déjà, c'est pas banal. Mais en plus, il a des troubles conductifs, c'est vraiment des choses, c'est vraiment important. Euh, En ce qui concerne, alors c'est à cheval sur les deux, mais en ce qui concerne ce qui peut limiter l'évolution de la pathologie, alors il y a eu à un moment un test de traitement, mais ça a été vite arrêté. Mais au-delà de ça, dans les facteurs hygiéno-diététiques, si on dit par rapport au sport, par exemple, est-ce que du sport intensif, ça peut dégrader plus vite? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention pour justement essayer de limiter l'évolution ou non, pour l'instant, on n'a pas trop Alors, d'une façon générale, concernant la dysfonction systolique, bon, il y a les précautions habituelles sur l'alcool ou des choses comme ça pour éviter la progression et se surajouter des facteurs. Le sport, c'est un peu discuté, puisqu'il y a quelques arguments, mais tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, donc il n'y a pas de consensus complet à ce niveau-là. Il y a quand même quelques publications qui qui tendent à prouver que le sport intensif cumulé pourrait accélérer un peu l'apparition du phénotype, mais c'est pas forcément étayé de façon claire. C'est pas aussi bien étayé que dans les cardiomyopathies ventriculaires droites, par exemple, même s'il y a d'autres facteurs qui jouent aussi. Donc, on est un peu prudent. Je dirais qu'on est dans une situation un petit peu intermédiaire quand on a un apparenté qui a la mutation, qui n'a pas encore forcément déclaré tout le phénotype. Quand on est très précoce, on n'a pas d'argument franc pour être hyper restrictif dans le sport. Mais on est quand même prudent parce qu'on a ça en tête. Donc on peut avoir une attitude un petit peu intermédiaire. Et par contre, dès que le phénotype a commencé à se déclarer, là on sait que, comme la plupart des troubles du rythme ventriculaire, notamment le caractère aigu du stress adrénergique lors d'un sport intensif peut favoriser le déclenchement après des troubles du rythme ventriculaire. Donc on aura les restrictions relativement usuelles, je dirais, par rapport au sport intensif qui ne pourra pas être poursuivi clairement après, hein. Ouais, c'est important. Je pense qu'effectivement, sur du sport professionnel ou en grosse charge, il faut probablement limiter, comme tu le dis. Par contre, ça n'empêche pas, pour être très clair, d'avoir de l'entretien physique de base. Au contraire, ça c'est bénéfique Tout à fait, pour tout le tout monde, à hein. fait, Ça, tout c'est à vraiment fait. important. Tu nous as dit, tu nous as cité l'exemple quand tu as interrogé la famille de quelqu'un qui aurait une atteinte musculaire, l'autre plus un phénotype d'insuffisance cardiaque, l'autre plus un phénotype ventriculaire. Donc tu nous as parlé de la pénétrance, mais euh, avec un même gène dans une famille, est-ce qu'on peut avoir justement des types d'atteintes un peu différentes ou quel est justement enfin, alors, pléiotropisme, je ne sais pas, mais en tout cas, les signes cliniques peuvent-ils être différents et les atteintes différentes dans une même famille? Oui, donc ça, c'est ce qui rend l'intérêt de bien interroger l'histoire familiale, parce qu'on a effectivement tout à fait ça, c'est-à-dire que quand on voit les familles, ben, il y en a un qui a déclaré plus tel aspect des choses et pas forcément dysfonction systolique. J'ai le souvenir d'un autre apparenté qui avait une myopathie très invalidante et juste des troubles conductifs, mais qui n'avait pas grand-chose d'autre par ailleurs. Donc on peut avoir effectivement une expression euh, assez différente finalement d'une personne à l'autre dans la même famille, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas encore bien, qui relèvent encore de la recherche. Mais ça, c'est quelque chose qu'on observe très volontiers, effectivement. De même que l'âge de certaines complications qui peut varier de façon assez importante aussi parfois dans les familles. Ouais.
Ouais. Et il y a une question qui est apparue là, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le sport. Faut-il contre-indiquer systématiquement le sport à l'école si le patient est atteint avec une forme débutante sans gravité, exemple TT normal, ESV isolé au haltère, sans TVNS, ni à l'épreuve d'effort? Bah, là, ça va dépendre un peu de l'hyperextabilité ventriculaire, de l'analyser plus en détail. S'il y a vraiment rien, notamment sur le plan rythmique, donc rien sur le plan rythmique et rien sur la fonction systolique, je vais pas être très restrictif dans ma pratique. Ouais. S'il y a des ESV, il faut voir un petit peu plus en détail à quoi ils ressemblent, etc., quoi. C'est ça, et c'est quand même rarissime que ça se passe chez l'enfant. Enfin, il peut y avoir des Oui, formes oui. Chez débutantes tôt, mais l'enfant, c'est ouais. déjà rarissime. Donc le sport à l'école, au contraire, il faut qu'il fasse du Oui, sport à oui, oui. l'école, hein. Ça, c'est, je pense, un Le message assez décès chez général. l'enfant est vraiment Ouais, exceptionnel dans les formes qu'on voit, hein. Après, il y a des formes ouais, bien particulières de sûr. l'amylopathie, mais dans les formes que l'on voit, ouais. Bon, Ok. ben, merci beaucoup. De toute façon, on aura à la fin encore un peu de temps pour refaire un point ensemble. Et puis tout de suite, donc Karim Wabi qui va nous parler donc de la stratification du risque et des traitements dans la laminopathie. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai partagé mon écran. Vous voyez la première diapositive? C'est Oui. parfait. Donc, la stratification du risque et le traitement sont évidemment fondamentaux pour une pathologie à risque aussi élevé que peut l'être la myopathie. Ce qui va conditionner le pronostic vital, comme l'a abordé Philippe, ce sont essentiellement les manifestations électriques liées à l'insuffisance cardiaque. Au premier plan, les troubles du rythme ventriculaire, aussi des anomalies de la conduction qui peuvent aussi constituer un pourvoyeur probablement de certaines morts subites. L'insuffisance cardiaque a une morbidité majeure et aussi l'AVC ischémique, le plus souvent en lien avec des troubles du rythme. On t'entend très mal, Karim, je suis désolé. Est-ce que ce serait Ouais. possible de... Je vais mettre mes écouteurs, ce sera peut-être mieux. Ouais, merci. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat, hein, on y répondra à la fin. Voilà, j'espère que c'est mieux Ah, maintenant. beaucoup mieux, ouais. Voilà. Et donc la stratification du risque, le premier point, Philippe a abordé la question du diagnostic, c'est vraiment l'importance du suivi chez les patients symptomatiques et chez les patients asymptomatiques, et aussi l'expertise de l'équipe qui prend en charge la pathologie. On a vu que l'histoire naturelle des laminopathies est vraiment très spécifique, très différente de beaucoup d'autres formes de cardiomyopathie, y compris parmi les causes génétiques. Et donc, on a des stratégies de prise en charge que je vais essayer d'aborder avec vous maintenant, qui justifient vraiment de bien connaître la maladie, d'où l'importance de privilégier un suivi en centre de référence par rapport à un suivi moins spécifique. Le premier aspect pour lequel, et ce que je veux ajouter aussi, c'est que ce sont des pathologies à haut risque, mais que la meilleure connaissance de ces pathologies et le développement des stratégies a quand même considérablement permis d'améliorer le pronostic, notamment par le biais de la prévention de la mort subite, par le biais des anticoagulations plus précoces qui ont permis d'éviter un certain nombre d'événements type AVC ischémique. Il reste la problématique de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance cardiaque terminale qui peut justifier une transplantation. Mais globalement, le pronostic s'est quand même considérablement amélioré au cours des dernières années. Et donc, le premier axe grâce auquel il y a pu y avoir un impact vraiment positif, c'est celui de la prévention de la mort subite. Les laminiopathies sont les premières pathologies, finalement, les premières formes de cardiomyopathie dilatée pour laquelle a été validée puis structurée la prévention de la mort subite basée sur l'implantation prophylactique de défibrillateurs à des stades précoces de la maladie. On l'a montré Philippe tout à l'heure, la majorité des événements rythmiques surviennent ventriculaires et atriaux aussi, mais ventriculaires en ce qui concerne la mort subite, surviennent avant même que les patients remplissent les critères des indications classiques d'implantation de DAI sur la fonction en prévention primaire avec le seuil de 35%. C'est la première pathologie pour laquelle il y a eu une preuve de concept
de l'intérêt à implanter de manière prophylactique un défibrillateur. Oui, c'est 2006 et la description initiale de la maladie est 99. Progressivement, au cours du temps, on a pu affiner les stratégies justement de sélection des patients éligibles pour l'implantation d'un défibrillateur avec un certain nombre de travaux basés essentiellement sur l'analyse de données de registre qui ont permis d'identifier des critères pour identifier les patients à haut risque de mort subite éligibles pour l'implantation de défibrillateurs. Le premier grand travail qui a pu être mené il a été au niveau européen, publié en 2012, qui a permis d'identifier 4 principaux facteurs de risque cliniques et génétiques associés à la survenue d'arythmies ventriculaires malignes. Le sexe masculin, on a vu tout à l'heure que les hommes sont à plus haut risque. Le type de mutation, les mutations non faux sens, les mutations tronquantes. La présence de tachycardie ventriculaire non soutenue, donc le plus souvent au Holter, et la présence d'une altération même modérée de la FEVG, avec un risque cumulatif pour les patients ayant un certain nombre de facteurs de risque surajoutés. Et on a vu émerger dans les recommandations générales de prévention de la mort subite pour les laminopathies, la première pathologie génétique pour laquelle on a proposé une stratégie vraiment spécifique d'implantation de défibrillateurs, initialement sur ces critères-là, chez des patients ayant 2 facteurs de risque, parmi ceux que j'ai cités. Un petit peu plus récemment a été validé un algorithme, cette fois-ci d'évaluation du risque quantitatif et plus semi-quantitatif avec des facteurs de risque, qui avait été basé, qui est dérivé d'un travail collaboratif mené en France, avec une validation des résultats dans une cohorte internationale. Et ce travail a permis de développer un algorithme proche de celui qu'on utilise pour les cardiomyopathies hypertrophiques, reprenant ces critères-là, avec en plus la présence de BAV, soit BAV du premier degré, soit un BAV complet. Euh, et cet algorithme-là a pu montrer, par rapport à l'approche par facteur de risque classique, qu'il est encore plus précis pour prédire les événements rythmiques et qui permet donc de sensibiliser à la fois l'identification de patients à haut risque et à réduire le risque d'avoir des événements rythmiques chez les patients, mais aussi dans l'autre sens, d'éviter un certain nombre d'implantations de défibrillateurs inutiles en identifiant comme étant un faible risque des patients qui auraient pu être considérés à risque élevé avec l'approche classique. Donc, il y a un calculateur en ligne que notre équipe a mis à disposition qui est très largement utilisé maintenant. Et dans les recommandations européennes les plus les plus récentes portant sur la prévention de la mort subite, dans l'algorithme qui a été proposé pour les cardiopathies non ischémiques, on retrouve pour les patients porteurs de variants LMNA la recommandation d'utiliser cet algorithme avec un seuil qui a été retenu, bon, qui est toujours un peu arbitraire comme les seuils qu'on peut être amené à utiliser dans ce type de pathologie, mais qui a un seuil d'événements rythmiques à plus de 10% en utilisant le calculateur que je mentionnais, avec, de manière associée à cette évaluation quantitative du risque, la présence chez les individus de manifestations cliniques de la maladie, la présence de TVNS ou d'une FEVG inférieure à 50% ou d'un BAV à l'électrocardiogramme. L'idée étant de limiter les implantations précoces de défibrillateurs chez des patients ayant parfois un score à plus de 10%, mais qui n'ont pas d'expression évidente de la maladie. Par exemple, des patients de sexe masculin porteurs de mutations tronquantes, ils ont très tôt un niveau de risque qui est significatif, mais dans ces recommandations, on a pris le parti de se limiter aux patients ayant une forme clinique d'expression de la maladie. En ce qui concerne la prise en charge des troubles du rythme ventriculaire, à côté de l'implantation prophylactique de défibrillateurs, ce que je ne vous ai pas précisé, qui est un élément fondamental, est le fait que, je vais parler un petit peu après de la conduction, comme les patients atteints de laminopathie sont à risque également de développer des BAV complets en parallèle des troubles du rythme ventriculaire,
il y a une indication à proposer en première intention de manière systématique l'implantation de DI classiques en dos cavitaire. Alors, il y a certains patients qui peuvent présenter des troubles du rythme ventriculaire, notamment des troubles du rythme ventriculaire réfractaires à l'utilisation d'antiarythmiques. Dans ces cas-là, on peut être confronté à des situations assez complexes qui peuvent aller jusqu'à l'orage rythmique, pour lesquelles on peut discuter parfois des procédures d'ablation. Malheureusement, les données dont on dispose, qui restent assez parcellaires, mais qui vont malheureusement dans le même sens, suggèrent que le substrat arythmogène étant le plus souvent diffus ou dans des zones difficiles d'accès pour les ablations endocavitaires, le taux de récidive est extrêmement, extrêmement élevé. Donc, il reste sans doute des indications d'ablation, mais il faut vraiment discuter l'indication au cas par cas chez les patients en fonction du type de trouble du rythme ventriculaire identifié, en fonction du contexte clinique de manière générale. Et je pense qu'un message très important est que chez les patients ayant une atteinte myocardique avancée, notamment une insuffisance cardiaque pour lesquels on voit se profiler un projet d'insuffisance cardiaque, il ne faut pas que la prise en charge des troubles ventriculaires et la discussion de l'ablation viennent retarder le projet de transplantation, parce qu'on voit malheureusement un certain nombre de patients mis en échec et décédés alors qu'il y aurait eu possiblement la perspective de les greffer et décéder dans des contextes d'orage rythmique. Deuxième aspect, la prise en charge des troubles de la conduction. Alors, les laminopathies sont associées à un haut risque de troubles conductifs, notamment auriculoventriculaires, mais aussi à l'étage atrial, qui peuvent évoluer vers le BAV complet. On n'a à l'heure actuelle pas validé d'algorithme de prédiction de survenue de BAV complet chez les individus porteurs de variants LMNA. Il n'y a pas d'indication prophylactique de stimulation permanente chez les patients LMNA validés à ce jour. Et un message important est que quand il y a le développement de troubles conductifs sévères faisant indiquer une stimulation permanente, il ne faut pas implanter de stimulateur, mais il faut implanter un défibrillateur classique, puisque dans l'histoire naturelle, il y a un risque extrêmement élevé pour les patients de développer secondairement des troubles du rythme ventriculaire. En ce qui concerne les troubles du rythme atriaux, le principal message, c'est vraiment l'importance cruciale de l'anticoagulation. L'AVC ischémique chez les patients atteints de laminopathie récemment examiné les données du registre français avec Rabat Benyaou, qui est un neurologue avec lequel je travaille pour la coordination de ce projet. Et on a pu voir à quel point le risque d'AVC ischémique est considérable chez ces patients. Il y a quasiment un patient sur 10 qui va développer un AVC constitué ou un AIT, souvent des AVC récidivants. Les AVC sont probablement en lien aussi avec la présence d'une cardiomyopathie atriale spécifique. Et donc, il y a une indication à anticoaguler de manière systématique les patients présentant de l'AFA, indépendamment du score Schatzvask. Il y a beaucoup d'événements qui surinent, c'est des patients avec des scores Schatzvask à 0 ou 1. Dans le PNDS, on a discuté avec Philippe ce que l'on peut proposer de privilégier comme stratégie entre le maintien du rythme sinusal ou contrôle du rythme. On a quand même mis en avant le fait que le maintien du rythme sinusal doit être probablement privilégié en première intention, compte tenu du risque pour les patients de développer une dysfonction VG et une insuffisance cardiaque. L'ablation de fibrillation atriale, malheureusement, après, un peu au même titre que l'ablation pour les troubles du rythme ventriculaire, semble donner des résultats moins concluants qu'en population générale, là aussi parce qu'il y a un substrat arythmogène le plus souvent plus diffus. Il y a probablement certains patients qui restent malgré tout des bons répondeurs, mais beaucoup de patients récidivent. Donc, il ne faut pas exclure les indications d'ablation, mais il faut vraiment les discuter au cas par cas et de manière raisonnable. En ce qui concerne l'utilisation des antiarythmiques, il faut faire attention aux comorbidités, la présence d'une dysfonction VG, d'une hyperexcitabilité ventriculaire, dans le choix des traitements qu'on peut être amené à utiliser. Et puis, on a quelques données préliminaires, précliniques, qui laissent penser qu'il y a aussi une dysfonction du courant sodique euh, qui peut être intégrée dans la genèse des troubles de rythme dans les laminopathies.
Donc, on n'a pas de données sur l'utilisation des antiarythmiques de classe 1, notamment la flécaïne. Peut-être qu'il faut être vigilant dans leur utilisation. Et enfin, en ce qui concerne la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, je dirais qu'à partir du moment où les patients présentent une dysfonction systolique, l'utilisation des traitements d'insuffisance cardiaque doit rejoindre celle des recommandations en population générale. Il peut y avoir une indication à resynchroniser, à proposer une resynchronisation chez les patients avec la myopathie au même titre qu'en population générale. On se pose parfois la question chez les patients, même quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche modérée, quand il y a une indication à implanter un DAI. Il y a quelques études préliminaires qui suggèrent que même quand la FEVG n'est pas sévèrement altérée, il pourrait y avoir un intérêt à proposer une CRT précoce. Et ça repose malgré tout sur des données assez préliminaires. Et puis surtout, Philippe a montré les chiffres tout à l'heure d'évolution vers l'insuffisance cardiaque terminale et de recours à la transplantation. Clairement, on est face à une pathologie qui répond mal au traitement pharmacologique d'insuffisance cardiaque. Et assez vite, quand on est confronté à une dysfonction sévère, il faut orienter les patients très vite vers une équipe et un centre expert qui pourra anticiper le projet de transplantation afin d'éviter de perdre trop de temps et d'exposer les patients à des complications qui peuvent précéder l'aboutissement du projet de greffe. Quelques mots brefs, parce que le temps passe rapidement. Quelques études suggèrent que les patients avec l'aminopathie sont à risque accru de manifestations thromboemboliques veineuses. Donc, il y a quand même un point de vigilance autour de la thromboprophylaxie dans la situation à risque. Il faut être vigilant sur ce point chez les patients avec l'aminopathie. Et en cas de survenue d'un événement thromboembolique constitué, il faut tenir compte du fait qu'il y a un surrisque chez ces patients par rapport aux prises de décision en prévention secondaire pour la gestion du traitement anticoagulant. Je vais passer rapidement sur la question du sport et de l'hygiène de vie, puisqu'on en a, c'est un point qu'on a abordé à travers les questions suite à la présentation de Philippe. Là aussi, autour des atteintes extracardiaques et métaboliques, on a évoqué un certain nombre de choses dans le PNDS. Le fait qu'il faut vraisemblablement éviter la sédentarité. La sédentarité est délétère en population générale. Et chez les patients avec l'aminopathie, il y a probablement un profil métabolique un peu particulier qui pourrait les exposer à un risque vasculaire un petit peu plus important qu'en population générale. C'est évident dans certaines formes cliniques particulières que sont les lipodystrophies. C'est probablement le cas à minima chez les patients avec l'aminopathie de manière générale. Donc, être vigilant sur les facteurs de risque cardiovasculaire, proposer de la prévention et chez les patients ayant à l'évidence des formes avec des manifestations métaboliques, orienter les patients vers les centres de référence métabolique parce que la prise en charge des différentes manifestations est vraiment très spécifique. Et de la même manière, ne pas méconnaître une atteinte musculaire. Parfois, les manifestations musculaires squelettiques sont vraiment modérées. Les patients sont très peu symptomatiques. On n'a pas toujours le temps en tant que cardiologue d'examiner de manière détaillée les malades. Les CPK sont aussi souvent normales, même s'il y a une atteinte musculaire significative. Donc, il ne faut pas hésiter à orienter les patients vers des centres de référence neuromusculaires pour être sûr qu'il n'y a pas d'atteinte qui peut justifier une prise en charge de type kinésithérapie, antalgie, c'est les patients symptomatiques. Et puis, quand il y a une atteinte musculaire, il y a parfois certains points de vigilance par rapport à la gestion des protocoles d'anesthésie générale. Très brièvement, je terminerai avec ça. Par rapport à la grossesse, il y a quelques points de vigilance, malgré tout. Il n'a pas été montré un surrisque considérable en dehors enfin, de manière non spécifique. Je ne parle pas de la problématique de la CMD, de l'avancée et de l'insuffisance cardiaque, mais chez les patientes ayant une atteinte cardiaque modérée de la maladie, il existe vraisemblablement un surrisque d'arythmie euh, modéré. Et chez les patients pris en charge à des stades précoces de cardiomyopathie, il n'a pas été mis en évidence dans les données préliminaires publiées de ce risque majeur. Mais il faut déjà être vigilant quant à la possibilité de recommander ou d'autoriser une grossesse ou pas en fonction de la sévérité de la dysfonction et proposer une surveillance rapprochée en cours de grossesse avec un monitoring ECG, écho, ANT-proBNP, et puis un monitoring rythmique aussi en fonction
en fonction du contexte. Voilà, et puis il y a quelques perspectives de thérapie innovantes, on l'évoquait dans les questions tout à l'heure. Il n'y a pas de traitement qu'on peut proposer dans le cadre du soin à l'heure actuelle, mais il y a quand même un certain nombre de perspectives engageantes qui vont probablement émerger dans les années à venir avec des thérapies innovantes, la thérapie génique et un certain nombre d'autres voies thérapeutiques. Et je vais m'arrêter là pour éviter de trop déborder. Merci beaucoup, Karim. Donc, n'hésitez pas, pareil, à poser vos questions sur Karim. C'est vraiment un sujet essentiel parce que bah, c'est difficile, la stratification du risque et le traitement des symptômes, finalement, puisque tu viens de nous le dire, on n'a pour l'instant encore pas de traitement étiologique. Euh, Première, FA et l'aminopathie, tu l'as bien dit, et je pense que ça, c'est un point essentiel. Énorme risque d'AVC, donc on ne regarde pas le score de Chasvas qu'on anticoagule. Des préférences sur les anticoagulations ou pas forcément? Enfin, On n'a pas vraiment de données pouvant conduire à privilégier un anticoagulant qu'un autre. Nous, ce que l'on a vu d'analyse des données de registre, c'est que globalement, enfin, déjà, les événements peuvent se faire très tôt, comme je l'ai dit, chez des patients même enfin, avec un cœur quasiment apparemment sain, et chez des patients ayant un hiatus d'anticoagulation pour des procédures, des gestes chirurgicaux, dentaires. Il y a beaucoup de patients qui ont eu des événements. Donc, ce qu'il faut, c'est une fois qu'on a instauré un traitement, bien le surveiller, notamment je pense que maintenant, on est quand même plutôt enclin à proposer les nouveaux anticoagulants oraux. Voilà. Et ensuite, être vigilant au hiatus d'anticoagulation quand il y a des procédures et ne pas hésiter, chez les patients vraiment à haut risque, proposer même un relais d'anticoagulation quand il y a un geste, ce qu'on fait de moins en moins en population générale parce qu'on sait que ce n'est pas forcément bénéfique, parce qu'il y a un surrisque hémorragique qui peut être significatif. Mais chez les patients avec l'aminopathie, le risque de thrombose est tellement élevé que je pense que ça se justifie au bout des données préliminaires qu'on a pu examiner dans le registre. ouais. L'autre point essentiel, donc, c'est les prothèses cardiaques implantables et le défibrillateur. Donc, tu nous as parlé de resynchronisation. Est-ce que c'est systématique, enfin, quand il y a une indication défibrillateur, on met systématiquement un def resynchro, ou si on est sur des troubles conductifs qui sont pas majeurs, est-ce qu'on peut se permettre de mettre, par exemple, si quelqu'un est jeune, un défibrillateur sous-cutané pour se dire on attend quelques années et puis plus tard, s'il s'aggrave, ben, on changera notre fusil d'épaule, mais on aura économisé 5 ans, 10 ans. Quelle est votre pratique? Comment vous faites pour gérer ça? Alors ça, c'est vraiment compliqué. Par rapport aux défibrillateurs, effectivement, il y a une morbidité des défibrillateurs très importante chez ces patients. Et puis, on peut compliquer la prise en charge dans les années qui suivent avec un défibrillateur endocavitaire. Les documents d'experts jusqu'à présent ont plutôt mis en classe 3 les défibrillateurs sous-cutanés. C'est-à-dire qu'on a plutôt, en considérant que le risque de BAV complet est supérieur au risque finalement est plus lourd de conséquences que le risque d'avoir des complications liées à l'implantation, alors à l'implantation avec un abord vasculaire. Après, je pense qu'on aura sans doute des choses à attendre, des devices, des développements techniques qui vont émerger avec le sous-cutané, plus ou moins micra. Enfin, c'est plus un rythmologue expert comme toi de mettre ça en avant, mais je pense que ça pourrait constituer dans les années à venir. Et puis après, par rapport à la resynchronisation, on a peu de données. Il y a quelques données préliminaires basées sur l'analyse de données observationnelles. On regarde la FEVG, on voit s'il y a un asynchronisme. Globalement, quand on est à moins de 35%, évidemment, on a des indications larges de CRT. Et quand on est entre 50 et 35%, c'est là où on peut se poser la question. C'est-à-dire se dire que c'est des patients qui ont une dysfonction qui progresse fréquemment. Il y a des troubles conductifs qui vont progresser également. Et on a deux études préliminaires qui laissent penser qu'il pourrait être mieux, quand il y a un asynchronisme, de proposer, même si la FE n'est pas vraiment altérée, de rajouter une sonde. Voilà. Hmm. Donc c'est un niveau de preuve qui est faible, mais ça pourrait être quand même un petit peu mieux. Ouais, je pense que tu l'as bien dit, hein, il y a le trouble conductif ajouté au trouble du risque, le trouble du rythme, pardon. Donc c'est vrai
dans cette pathologie-là particulièrement, on va plutôt mettre des sondes, quoi, ou en tout cas quelque chose qui peut stimuler, ça paraît effectivement assez essentiel. Euh, je vais revenir aussi sur l'ablation, tu en as parlé. Euh, alors c'est vrai que c'était 2015, je crois, le papier de Kumar. Depuis, on a des nouveaux outils, que ce soit de l'imagerie ou d'ablation avec des cathéters un peu plus performants. Donc je pense qu'on est un peu moins mauvais. Par contre, effectivement, et tu l'as dit, c'est que, enfin en tout cas, nous, quand on nous envoie quelqu'un pour une ablation, il voit avant, de toute façon, l'équipe de greffe. Et ça, faut pas retarder ça. Je pense même si on n'est pas à la greffe, hein, c'est important qu'ils voient les équipes de greffe, qu'ils soient connus des équipes de greffe. Enfin, je sais pas quel est le workflow pour vous et à partir de quand vous les référez à ces équipes, mais nous, dès qu'il commence à y avoir un peu de trouble du rythme, même si la fraction d'éjection n'est pas effondrée, on les réfère parce que tu peux avoir des orages rythmiques dont tu ne sais pas te sortir après ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça, enfin, je sais pas Oui, non, comment vous faites, mais ouais. je pense qu'effectivement, il faut avoir une discussion collégiale, une prise en charge pluridisciplinaire, discuter chaque dossier en fonction des caractéristiques du patient, les caractéristiques liées à l'insuffisance cardiaque, à la dysfonction VG et ou la dysfonction VD, et d'un autre côté, le profil rythmique. Moi, j'ai quelques observations de bons répondeurs Mm. à l'ablation de FA et de bons répondeurs à l'ablation pour des troubles du rythme ventriculaire. Par exemple, une patiente que j'ai eue qui avait trouble du rythme, enfin, en une TV monomorphe, voilà, elle a été ablatée, elle a pas récidivé plusieurs années après. Et puis, j'ai des expériences de patients avec des troubles du rythme multirécidivants et on en a beaucoup dans le registre. Donc, je pense qu'il faut vraiment être raisonnable dans les indications, se poser, mais ne pas non plus exclure ce type de procédure de principe et puis, comme tu le disais, actualiser les données avec tous les progrès techniques de la prise en charge rythmologie, la meilleure connaissance qu'on a de la maladie, et puis sans doute reposer les choses à plat pour voir qui pourraient être les bons répondeurs et qui sont clairement des mauvais répondeurs pour lesquels il n'y a pas de bénéfice. Mm. Je crois qu'il y a Gilbert Habib qui voulait poser une question. Ouais, bonjour à tous et bravo pour les présentations. Je passais par là et donc j'en profite pour vous poser une petite question. Je rebondis sur la transplantation. Quand on est au stade pré-greffe, ben, nos patients ils sont sur une liste éventuellement et le score pour être sur une liste et pour être greffé ne tient pas compte du tout actuellement du fait que le patient soit porteur d'une laminopathie. Comment tu arrives à faire, et alors on a l'impression quand même qu'à niveau de gravité égale, un patient même avec un score assez mauvais mériterait d'être priorisé quelque part. Comment vous arrivez à faire tenir compte de cela, de l'existence de la laminopathie chez un patient qui serait avec un score bas? Est-ce que vous arrivez à modifier l'attitude et l'urgence de la greffe? Comment vous gérez ça? Dans les discussions, Philippe pourra répondre aussi, partager l'expérience. Moi, dans les discussions que j'ai pu avoir au cours des dernières années, effectivement, ça c'est un problème. La difficulté de mettre en avant les spécificités de la maladie en termes de profil évolutif. Et la mauvaise réponse, très clairement montrée par les données que montrait Philippe, à partir du moment où on franchit certains seuils. Donc ça, clairement un problème. Ce qui a un peu corrigé les choses, c'est que, enfin, à titre personnel, les patients que j'ai adressés en greffe étaient le plus souvent quand même des patients vraiment jeunes. Voilà. Mais effectivement, il y a des patients qui arrivent dans la zone où ils sont pas forcément mis en haut de la liste parce qu'ils sont plus tout à fait très jeunes et qui en même temps sont à haut risque. Et là, c'est compliqué. Je partage la même observation, les mêmes réserves et malheureusement, j'ai pas pu trouver de solution pour remédier à ce problème. Philippe, tu voulais, ouais. Oui, je veux bien. Effectivement, pour aller dans ce sens-là, euh, on a repris Ah, récemment. pardon, Gilbert, c'est possible de vous mettre sur mute parce que ça fait de l'écho en fait. Merci. On a repris récemment notre série de transplantations cardiaques avec Karim et avec la Pitié et dans un travail de Gauthier Giordano là. Et on constate que d'une part, il y a un nombre important de transplantations cardiaques qui se fait en urgence du fait d'orages rythmiques incontrôlés chez ces patients-là. Et donc ça, c'est un message, un premier message. Et un deuxième message de ce travail,
c'est que le fait d'avoir été greffé dans cette situation de rage rythmique est aussi un facteur péjoratif pour le post-transplantation cardiaque après. Donc ça va dans le sens de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que il faut pas retarder la greffe par des procédures qui sont pas toujours très très performantes en termes d'ablation ventriculaire. Donc on a un timing de greffe cardiaque à essayer d'optimiser très certainement dans cette maladie. Et, et voilà, il faut qu'on y travaille pour essayer de préciser ça un petit peu. C'est l'objet des travaux en cours là. Merci. Alors moi, j'ai une question pour tous les deux. Vous nous avez parlé du suivi de BNP. Euh, Quand, à partir de quand et qu'est-ce que ça change en fait de doser régulièrement? Je dirais, est-ce que c'est à partir du moment où tu as l'atteinte d'un début de dysfonction ventriculaire gauche ou dès que tu as le diagnostic et qu'est-ce que ça va changer? Personnellement, Karim dira ce qu'il en pense, mais personnellement, je l'utilise un peu comme on l'utilise chez les patients qui ont une dysfonction systolique débutante ou qui progresse pour aider à ajuster au mieux les choses. Pour le moment, j'ai pas vu tellement de papiers spécifiquement là-dessus, sur l'intérêt potentiel, mais ça reste à faire sûrement. Est-ce que ça peut nous permettre d'identifier plus précocement des patients qui ont un intérêt à un traitement plus proactif, plus Ouais, vite là-dessus? Je crois pas qu'on ait de données, mais ça mériterait, c'est une bonne idée pour aller plus loin. Oui, je Karim, suis tu d'accord voulais. avec Ouais. Philippe. Je pense que l'idée, c'est que globalement, ce sont des patients à très haut risque et que pour ces patients, il faut se doter, enfin, utiliser tous les outils disponibles pour dépister l'apparition d'anomalies le plus tôt possible. Le fait d'avoir la courbe avec les points pour le BNP permet parfois un peu, avec un peu de recul, de voir un peu quel. Et puis l'autre point, c'est que on est moins bon pour diagnostiquer les dysfonctions VD, même s'il y a un certain nombre d'outils qui sont développés. Il y a beaucoup de patients qui évoluent même vers l'insuffisance cardiaque terminale dans un contexte où ils ont une dysfonction VG modérée, mais il n'y a plus de VD, hein. Et dépister tôt l'atteinte VD, c'est aussi un moyen, avec l'aide du NT-proBNP, c'est aussi un moyen. Parfois, on a un décalage entre la fonction VG qui peut sembler relativement préservée, un NT-proBNP qui est un peu élevé, puis on regarde attentivement le VD, on s'aperçoit que la fonction est altérée. Donc, D'accord. ça peut Et- aussi permettre de sensibiliser les choses ok. sur le point. Très brièvement, parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire, mais traitement d'insuffisance cardiaque identique à quelqu'un qui n'a pas de l'aminopathie, qui a une dysfonction ventriculaire gauche standard? À ce jour, oui. Après, Philippe évoquait un beau travail qui a été mené, sur lequel il a le leadership. Je pense que quand on aura, donc dans les cardiomyopathies en général, la prévention était beaucoup axée sur la mort subite. On implante un device, et ce qui va probablement émerger dans les années à venir, c'est aussi savoir comment personnaliser le traitement de l'insuffisance cardiaque, plutôt comment on voit des profils évolutifs différents d'une cause génétique à une autre. Quand on voit le niveau de risque lié à l'insuffisance cardiaque chez ces patients, on ne peut pas ne pas se poser la question de l'intérêt de traiter plus tôt. Et je pense que si on est capable aussi en amont d'identifier, pour ne pas avoir à traiter tout le monde, mais d'identifier en amont des patients qui seraient à risque euh, sur des critères assez simples, il pourrait y avoir dans les années à venir de la place pour essayer de valider justement des interventions un petit peu plus précoces. Donc à ce jour, on reste sur les recommandations, mais il y a quand même il y a un rationnel et puis peut-être des développements possibles dans les années à venir pour intervenir plus tôt. Tu voulais rajouter quelque chose, Philippe, peut-être dessus? Non, je partage tout à fait ce que vient de dire Karim. Et dans ce travail collaboratif français, on a mis en évidence des facteurs prédictifs, donc je ne vais pas détailler, mais en tout cas, qui permettent même de prédire ces événements d'insuffisance cardiaque majeure, parfois même indépendamment de la présence d'une dysfonction systolique. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on progresse là-dessus. C'est un enjeu majeur. Maintenant qu'on prévient mieux la mort subite, il faut vraiment qu'on puisse mieux identifier les patients qui vont nécessiter un traitement d'insuffisance cardiaque plus précoce. Donc prochain challenge, à mon avis, il est là. Ouais.
Bon, et juste pour répondre à une question du chat, et après on aura fini ce webinaire, est-ce que quand la personne est en orage rythmique, il doit être listé sur greffe, même si l'ablation a permis de stabiliser le problème rythmique? Alors je crois que Philippe, tu avais répondu oui, à mon sens, probablement. Nous, on est un petit peu plus conservateur, c'est-à-dire qu'il est en pré-liste, en tout cas avant l'ablation. C'est-à-dire qu'au moment de l'orage, on fait l'ablation et c'est vrai que s'il est stabilisé, on le met pas sur liste. Mais bon, ça, c'est effectivement assez discutable. Mais en tout cas, il est prêt à y être si jamais on n'arrive pas à régler le problème ou s'il y a une dégradation. Et puis, ça dépend bien sûr effectivement de la fonction ventriculaire gauche également. S'il y a une fonction ventriculaire gauche au tapis, évidemment qu'il faut le mettre. Mais s'il y a une fonction ventriculaire gauche préservée, on est un peu plus attentiste. Mais bon, je ne sais pas si vous avez de rebondir dessus ou pas. On Ouais, est c'est vraiment plus... du cas par cas, je pense, Ouais, c'est effectivement. Il ça. faut... Ouais. Ok, très bien. Ben, je vous remercie beaucoup et vraiment un grand merci à Philippe Charon et Karim Wabi pour ces deux présentations très claires pour une pathologie qui ne l'est pas tant que ça. Donc vraiment merci beaucoup. Merci bien sûr à la filière cardiogène. Je dois vous annoncer le prochain webinaire qui sera sur le syndrome du QT long, prochain webinaire PNDS. Ce sera le jeudi 10 juillet à 18 heures. Donc marquez bien jeudi 10 juillet à 18 heures sur le QT long avec Isabelle Dangelois et Vincent Props et j'aurai le plaisir de modérer ce webinaire. Je vous remercie à tous, je vous souhaite à tous une bonne journée et n'hésitez pas à aller sur le site de la filière cardiogène pour revoir en replay ce webinaire ou pour aller et d'aller chercher les PNDS si vous êtes particulièrement intéressé par ça ou si vous avez des questions un peu plus pointues. Je vous remercie et puis bonne journée à tous. Au revoir.